Toi qui regardes cette vidéo, si tu utilises l'intelligence artificielle, tu pourrais devenir con. Et oui, totalement golbut. C'est pas une manière de parler, hein. Ce que je vous dis, c'est prouvé scientifique. Aujourd'hui, on va aborder la question épineuse de l'intelligence artificielle et surtout de l'intelligence générative. On va voir les risques qu'il y a à utiliser ces IA toute la journée, à se reposer sur ces IA toute la journée, comment paradoxalement certaines IA sont en train de détruire nos capacités fondamentales, comment l'intelligence artificielle pourrait tuer la créativité, la pensée radicale, comment l'IA reproduit la doxa dominante et comment finalement l'intelligence artificielle va accentuer, voire créer des nouvelles inégalités, voire même, et j'ose le terme, je n'ai pas peur des mots, voire même de nouvelles classes sociales. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le référencement. L'IA va vous rendre débile, mythe ou réalité, c'est parti. On va pas se mentir, on va se parler très franchement, très calmement. Prendre des notes, c'est souvent un enfer. Tu relis jamais, tu oublies à peu près tout ce qu'on t'a dit, enfin bref. Et après, on te demande pourquoi tu as zappé l'info importante et tu sais pas. Moi, j'ai trouvé la solution, c'est Plod Note Pro. C'est un tout petit boîtier justement en IA, en intelligence artificielle, qui se clipse direct juste derrière ton téléphone. Ça pèse 30 grammes, c'est 2,99 mm d'épaisseur, c'est ultra discret et surtout ultra pratique. Tu as un petit écran au-dessus pour voir la batterie et le mode actif et tu as juste à faire un appui assez long sur le boîtier pour enregistrer et un appui court pour prendre une note. Ça capte à 5 mètres, ça filtre les bruits et surtout, ça comprend tout. Mais le plus dingue dans ce logiciel, c'est l'application. Tu peux lui balancer de l'audio, des textes, des photos, des highlights et derrière, l'application te sort un résumé intelligent et une to-do list. Et avec Ask Plod, tu as juste à taper ou à parler, genre c'était quoi les deadlines du client mardi dernier en réunion, et bam, l'intelligence artificielle te répond. C'est pas une IA qui pense à ta place, très important, c'est une IA qui t'aide à penser mieux, qui t'aide à t'organiser, à te structurer et surtout à respirer dans un environnement professionnel. Et tes données alors? Eh bien tes données, elles sont cryptées, hébergées en Europe, donc les RGPD compliant. J'ose l'anglicisme. T'as rien à craindre, c'est béton. Depuis que je l'utilise, j'ai viré les post-it, les mémos vocaux, je verrai plus tard. Là, j'ai tout, c'est clair, c'est rangé et c'est accessible. Et je perds plus mon temps à chercher ce que j'ai déjà dit en réunion. Plod Note Pro est en précommande et tu peux l'avoir via le lien juste en dessous. Et là, je vous fais une petite aparté parce que ça colle parfaitement avec ce que je vais dire dans la vidéo. Toutes les IA ne se valent pas. Il y a les IA qui t'abrutissent, on va le voir, qui font tout à ta place. Et il y a les IA comme Plod, c'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec eux, qui t'aident à mieux bosser, t'optimisent. Et c'est pas un cerveau de rechange, c'est un cerveau d'appoint. Elle t'assiste sans t'infantiliser. Retour à la vidéo. Et alors pourquoi, je vous le disais en introduction, pourquoi l'IA vous rendrait con? Pourquoi utiliser l'intelligence artificielle au quotidien peut vous rendre débile? Et bah dans un premier temps, parce qu'elle entraîne une paresse mentale. Et je vais vous prendre un exemple. Imaginez que demain, vous ne vous nourrissiez qu'en commandant sur Uber Eats. Et bah d'ici 5 ans, vous allez forcément, progressivement oublier comment on cuisine. Et bah c'est un peu pareil avec notre cerveau. Et ça porte un nom. Ça s'appelle le cognitive offloading. En français, on pourrait traduire ça, mais c'est un peu grossier, on pourrait traduire ça comme la décharge cognitive. C'est quand ton cerveau désapprend ou se décharge d'une activité que tu délègues à une IA ou à un ordinateur. Et je vous le disais dans ma vidéo sur la testostérone, mais l'objectif premier de notre cerveau, c'est l'économie, c'est l'optimisation. Il n'a aucun intérêt, notre cerveau, à faire fonctionner sa créativité ou sa mémoire s'il n'a plus à l'utiliser. Quand tu fais rédiger un mail par ChatGPT ou que tu délègues ton itinéraire à un GPS ou même toute autre activité que tu aurais pu faire mais que tu délègues à l'IA, ton cerveau, logiquement, il désapprend cette même activité. Pour le comprendre, il faut comprendre comment fonctionne ton cerveau. Ton cerveau, c'est un optimisateur de fou. En fait, il faut comprendre que le cerveau, il consomme 20 à 25% de toute ton énergie, alors qu'il pèse que 2% de la masse de ton corps. Donc, ton cerveau, il est en mode survie permanent. Il cherche toujours à faire le moins d'efforts pour accomplir une tâche. Donc forcément, ce qui est superflu va se faire enculer. Et tout comme la testostérone, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo sur la testostérone, tout ce qui n'est pas utilisé, on ne va pas l'entretenir pour rien. Ça lui coûterait
trop cher en énergie. Du coup, ton cerveau met en place un synaptic pruning. Encore une fois, désolé pour les anglicismes, mais les chercheurs français ont assez peu bossé sur le sujet. Le synaptic pruning, c'est un élagage synaptique. En gros, le cerveau il tège, il fait les tris. En confiant l'esprit de raisonnement ou la mémorisation à des outils, on dit à notre cerveau, t'inquiète, t'es pas obligé d'entraîner ses capacités, on a un backup. Et ça donne une espèce de neuroplasticité inversée où on assiste à un effondrement de la métacognition, de la réflexion chez les jeunes générations. Et oui, j'ai quand même chopé une étude pour s'appuyer sur des bases solides. Étude de nos amis suisses de la CBS Swiss Business School, menée par Michael Gerlich en 2025, qui va dans ce sens. On a pris 666 participants de 17 à 25 ans, de 26 à 46 ans et des plus de 46 ans. On a analysé ce que faisait l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le raisonnement critique. En gros, qu'est-ce qu'on demandait? On demandait à tous les participants d'analyser une info, de remettre en question cette info, de douter de cette info, de repérer une contradiction dans cette information, de comparer cette information-là avec d'autres informations, de poser un jugement fondé et rationnel sur cette information-là et pas une opinion automatique, et enfin de résister avec cette information-là, de résister à l'effet de groupe. Et le résultat de cette étude, il est terrifiant. Les individus qui utilisaient l'IA souvent avaient 34% de raisonnement critique en moins que les autres. On a même noté mathématiquement une corrélation, un lien de cause à effet négatif de l'ordre de 0,68. En gros, statistiquement, plus tu utilises l'intelligence artificielle générative, moins tu es capable de proposer un raisonnement personnel. Donc c'est pas uniquement que l'IA te fait devenir con, c'est pas uniquement que tu deviens con, c'est que sans esprit critique, tu deviens extrêmement manipulable en utilisant l'IA. Tu te laisses guider, tu mets de côté ta raison et tu deviens progressivement, statistiquement, mathématiquement, en utilisant l'IA, tu deviens un suiveur. Et pour être précis, il faudrait plus parler d'un enfant suiveur. L'intelligence artificielle générative va infantiliser l'individu parce qu'elle va lui retirer toute la friction qu'il y a dans la quête d'une information et plus généralement dans la quête de la vérité. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi, mais on dit souvent que l'IA nous permet des choses, qu'on fait des choses grâce à l'IA. On ne se pose jamais la question, qu'est-ce que nous retire fondamentalement l'intelligence artificielle? Eh bien, elle nous retire le parcours qui mène à une vérité. Si on prend des gros philosophes du game, alors j'ai nommé Platon, Pascal ou même Aristote, donc vraiment le 11 de légende de la philosophie, qu'est-ce que nous disent ces philosophes? Ils nous disent que la vérité, c'est avant tout la recherche de la vérité. C'est ce qu'on appelle la quête de vérité en philosophie. Je bois un peu. En gros, on a une quête existentielle, ou non d'ailleurs, c'est pas forcément une quête existentielle, mais on a une quête de vérité. On souffre du manque de vérité, puisqu'on a une quête, on est en demande de vérité. On entre dans une démarche de quête de la vérité, on se trompe, puis finalement, on arrive à la vérité. Mais la vérité, la solution, n'est rien sans toutes les étapes qui l'ont précédée et qui y ont amené. Ce que l'intelligence artificielle générative t'enlève, c'est pas l'accès au savoir, tu peux tout savoir, avec l'IA évidemment, mais elle t'empêche de devenir quelqu'un à travers la recherche de ce savoir. Alors, ça va vous renvoyer à nos cours antidéluviens de philosophie, mais on a tous fait de la philo pour passer le bac, on a tous entendu cette expression, la maïeutique socratique. C'est quoi la maïeutique socratique? C'est pas de la merde. C'est Socrate qui nous dit qu'il n'y a qu'en dialoguant, qu'il n'y a qu'en se trompant, qu'en essayant, qu'on a accès, qu'on accède à la vérité. Quelque part, il faut expérimenter avant de comprendre et de recevoir la vérité. La vérité en elle-même n'est rien. Elle n'est vérité que par le parcours qui nous y a conduit, y compris les erreurs. Il faut se retrouver face au doute, face à la recherche, face à l'épreuve de la quête avant d'accéder à la vérité. Et c'est précisément ce que nous empêche l'IA, puisqu'elle nous donne l'information sans aucun travail et sans aucun effort. Et c'est pour ça que je parlais d'infantilisation tout à l'heure. Parce que avec l'intelligence artificielle, tu poses une question et elle te répond en langage humain. C'est immédiat, c'est précis et surtout, c'est confortable. T'as pas à en chier pour avoir la vérité et pour avoir la solution. Et c'est là le piège. Tu deviens dépendant
d'une autorité extérieure pour accéder à la vérité. Et si Emmanuel Kant, que j'ai déjà abordé sur cette chaîne, si Emmanuel Kant vivait aujourd'hui et qu'il nous voyait dépendre de l'intelligence artificielle pour accéder à la vérité, il dirait qu'on est dans les termes des enfants. En 1784, il écrit son petit banger à lui qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» En allemand « Was ist Aufklärung ?» Et sa réponse à Emmanuel Kant, c'est que les Lumières, c'est la sortie de l'homme de sa minorité, à savoir la sortie de l'homme de l'incapacité à se servir de son propre entendement sans la direction d'un autre. En gros, être majeur, c'est penser par soi-même. Avec cette punchline qu'il avait, ça perd au dé, ça paierait au dé plutôt. À savoir, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Ose savoir. Alors à l'époque, il critique surtout le fait qu'on se repose sur l'Église, le roi ou l'instituteur pour penser et accéder à la vérité, mais ça s'applique clairement à l'intelligence artificielle. Autre gros déconneur en philosophie, Ivan Illich, philosophe des années 70, qui distingue deux types d'outils. Les outils conviviaux, ceux que tu contrôles, qui sont à ton service, qui augmentent ta liberté, genre un marteau, genre un stylo, un vélo, ou même un logiciel de prise de notes. Voilà, ça, c'est des objets qui te rendent actif et donc qui te rendent vivant. Tu as un projet et tu utilises l'IA pour accéder à ce projet. Et les outils aliénants, ceux qui font à ta place et qui t'excluent du processus, qui amoindrissent ton humanité. Et l'IA, c'est totalement ça. Tu ne sais pas comment elle fonctionne, tu ne peux pas t'en passer, elle ne nécessite aucun effort parce qu'elle remplace l'effort et on le verra, elle affaiblit ta singularité. Parce que oui, l'IA te rend con et l'IA t'empêche la quête de la vérité. Mais ça, c'est le premier niveau. C'est ce qu'on appelle l'effet endogène. Endogène parce que c'est propre à son usage. On utilise l'IA et du coup, on devient un peu plus con. L'IA rend l'individu moins équipé pour penser par lui-même, voire pour penser tout court. Mais il y a un deuxième niveau, bien plus badant. À cause de sa structure, on y reviendra, l'IA amène l'humanité, j'ai pas peur des mots, l'humanité, à penser comme tout le monde. Elle t'uniformise. Elle te sert une pensée molle, une pensée lisse, une pensée tiède, une pensée acceptable par le plus grand nombre. Elle te formate à être moyen. Et toi, tu t'en rends pas compte, puisque tu as moins d'esprit critique qu'avant. Je vous renvoie à l'étude de l'école suisse. Avant de voir comment l'IA nous rend moyens, il faut comprendre comment ça marche, ce truc. On va prendre l'exemple de ChatGPT, parce que c'est l'IA qu'on utilise le plus souvent. ChatGPT, c'est un LLM, un Large Language Model, entraîné à partir de millions de données disponibles sur Internet. Et c'est pour ça qu'on parle de modèle prédictif, parce qu'elle prédit juste statistiquement quel mot ou quelle phrase a le plus de chances de venir ensuite, en se basant sur tout ce qu'elle a vu pendant son entraînement, soit sur l'ensemble d'Internet. C'est pour ça que si tu demandes à ChatGPT d'écrire un poème sur l'amour, il y a 90% de chances que ChatGPT utilise les termes cœur, feu, éternité, puisque ces mots sont surreprésentés. Elle a vu plein de poèmes sur l'amour où il y avait les mots cœur et feu, donc statistiquement, si tu lui demandes un poème sur l'amour, elle te dira que dans un poème sur l'amour, il y a tout le temps cœur et feu. C'est comme ça que ça marche. Bon, et c'est quoi le lien avec le fait qu'on devienne con ? Eh bien, il y a deux choses. Déjà, l'intelligence artificielle optimise ses réponses pour plaire au plus grand nombre. Puisque c'est des statistiques, elle va donc éviter les réponses radicales, minoritaires ou complexes, puisque par définition, les réponses radicales, minoritaires ou complexes sont statistiquement faibles. Elle va faire ce qu'on attend et nous, on attend ce qu'elle va faire. Exemple tout con, le Journal of Cultural Analytics a analysé les romans sortis depuis 2022, depuis l'utilisation de l'intelligence artificielle, et elle a conclu une augmentation de 22% de l'homogénéisation stylistique. En gros, les intrigues de ces romans se ressemblent de plus en plus, les personnages aussi, le vocabulaire aussi, etc. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'intelligence artificielle ne crée rien. Elle reprend et elle moyennise tout. Elle standardise. Et pour standardiser, elle gomme tout ce qui sort de la doxa, tout ce qui choque et tout ce qui est nouveau, donc pas encore validé par la doxa, sur laquelle elle se base, et que ça commence à se mordre la queue. En l'occurrence, les intelligences artificielles étant majoritairement entraînées sur des données occidentales, anglophones et conformistes, ces réponses seront occidentales, anglophones et conformistes. Ce sera dans cet imaginaire-là, dans cet imaginaire culturel-là. Et que ce soit pour Platon que je citais tout à l'heure ou Nietzsche, penser, c'est justement sortir de la doxa. C'est justement ne plus avoir peur d'être dans la marge statistique. Donc paradoxalement, l'intelligence artificielle nous empêche de penser dans la mesure où elle nous fait penser dans un imaginaire précis qu'on ne contrôle pas. C'est ce que les spécialistes appellent le modèle de l'early model collapsis, à savoir une perte progressive des données rares, des accents régionaux, des styles culturels propres ou minoritaires. Parce que, encore une fois, tout ça fait partie de la marge statistique. Et l'IA résonne pour la masse.
Et surtout, et c'est peut-être l'aspect le plus terrifiant de l'intelligence artificielle, c'est qu'on est en train d'assister à un cercle vicieux des enfers. Je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle ne crée rien, elle reprend, elle se contente de reprendre. Théoriquement parlant, ce serait à l'humain d'inventer, ce serait à l'humain de créer et de proposer. Sauf que cette capacité de création, on est en train de la perdre, précisément parce qu'on s'en remet à l'IA pour penser. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il manque quelque chose dans cette équation. Si l'humain ne crée plus et que l'IA ne peut pas le faire puisqu'elle se base sur ce qui a déjà été fait, qui proposera quelque chose de nouveau? En 2025, 38% du contenu sur le web serait généré par des intelligences artificielles, chiffre qui monte à 57% chez certains chercheurs. Donc l'IA prend comme donnée de référence ce qu'elle a elle-même écrit. Elle s'auto-cannibalise ou elle s'auto-recycle. Mais en faisant ça, elle perd le contact avec la pensée humaine originale. Dans une étude de 2025, Harvard compare la situation qu'on est en train de vivre avec l'IA avec le fait de photocopier une photocopie. À chaque nouvelle impression, on perd progressivement l'image originale et le contenu généré par l'IA va devenir de plus en plus important comparativement à celui créé humainement. La page photocopiée se rapproche progressivement d'une page blanche. Et alors, notre génération, alors moi je suis né en 98, mais notre génération et celle qui vient va être terriblement impactée par ce processus, qui est en fait un double processus comme je l'ai dit. D'un côté, une dépendance à l'IA pour réfléchir, et de l'autre, une IA qui standardise tout et se cannibalisera. À moyen terme, les contenus dits originaux vont disparaître, puisqu'ils font partie des marges. Les IA vont perdre du vocabulaire, vont répéter progressivement les mêmes idées et les mêmes concepts, et ça va se retranscrire dans les propositions artistiques ou culturelles. Plus grave encore, les voix dites radicales ou statistiquement faibles seront filtrées par défaut et elles aussi, finalement, vont disparaître. Du côté de la jeune génération, plus personne ne sera capable de formuler une idée sans utiliser ChatGPT ou Perplexity. On sera juste des prompts sur pattes, une IA qui va de plus en plus s'infiltrer dans nos relations. On va voir apparaître des IA pour gérer nos dates Tinder ou pour rédiger sa lettre de motivation. Et de la même manière qu'en déléguant notre créativité à l'intelligence artificielle, notre cerveau l'atrophie. Et en déléguant nos relations humaines à l'IA, on deviendra progressivement des handicapés des relations réelles, des relations sociales. À long terme, les effets vont être dévastateur. Il se pourrait qu'on ait de Paris à Pékin, en passant par Washington ou le Mozambique, on ait les mêmes références culturelles, la même littérature, le même art, la même structure de pensée, la même rhétorique. Enfin bref, c'est un peu l'étude dont je parlais tout à l'heure sur l'uniformisation stylistique chez les auteurs, mais à l'échelle humaine, à l'échelle planétaire. On aura tous, littéralement, le même imaginaire, puisqu'on se basera tous sur la même IA. Du côté humain, on aura perdu notre esprit critique, on gobera à peu près tout ce qui nous est dit, on aura du mal à douter, du mal à formuler un raisonnement complexe, du mal à détecter un sophisme, du mal à détecter une politique totalitaire. Tous ces trucs propres à l'esprit humain qu'on aura délégués à l'IA nous seront impossibles à reproduire tout seul. Et les répercussions politiques et civilisationnelles vont être catastrophiques. On pourra avoir une dictature molle sans avoir besoin de censure puisqu'on n'aura plus d'esprit critique pour la contredire. Et finalement, le confort d'avoir une réponse tout de suite sans effort nous aura fait perdre l'humanité qu'il y avait à chercher cette réponse. Si on ne fait rien, l'intelligence artificielle deviendra la première machine à tuer les idées avant même qu'elles naissent. Ça sera une photocopieuse géante de la pensée humaine qui recycle, qui reformate et qui homogénéise. Et à la fin, il ne restera plus que des réponses, mais plus aucune question. Bon, alors vous allez me dire que là, je fais un portrait extrêmement sombre de l'intelligence artificielle. Peut-être, mais en fait, ça m'emmerde beaucoup les mecs qui nous disent oui, l'IA générative, ChatGPT, c'est une opportunité de fou. On a accès au monde entier grâce à notre petit smartphone, là, c'est génial. Parce que j'ai vu des gens en école ou des professeurs me raconter comment un élève qui était un Golbut fini sortait une copie de mémoire digne d'un chercheur en fission nucléaire. Et d'apparence, ça peut être sympa. Sauf que ça masque une réalité qui est bien plus sombre et qui entraîne une autre réalité bien plus dark. L'intelligence artificielle, je vous le disais en introduction, va creuser les inégalités de fou furieux. Ce mec-là, qui est un Golbut fini, mais qui a pondu une recherche en fission nucléaire, est-ce qu'il est devenu excellent ? Non, puisqu'il n'a pas eu cette quête de vérité dont je vous parlais, puisque tout le monde, avec l'IA, peut produire une recherche en fission nucléaire. Donc, la capacité à rendre ce genre de devoir ne sera plus un critère différenciant entre quelqu'un d'intelligent et entre quelqu'un de con, qui n'a pas travaillé. Mais alors dans 10 ou 15 ans, qui va être la nouvelle élite du monde, puisque tout le monde aura accès au savoir
de l'humanité grâce à l'IA? Eh bien selon moi, on va avoir deux catégories de personnes. Ceux qui utilisent l'IA comme une prothèse et ceux qui comprennent le jeu. Les premiers délègueront tout, ne penseront plus et ne créeront plus de nouveautés. Leur cerveau sera atrophié, ils n'auront aucune curiosité, ils auront une pensée parfaitement standardisés. Alors évidemment, ils seront capables de te pondre un mémoire sur la fission nucléaire, mais à quoi bon? Ils seront incapables de le lire. L'autre catégorie, c'est les individus qui utiliseront l'IA pour aller plus loin, jamais pour éviter l'effort. Ils n'auront parfois même plus besoin de l'IA pour penser, ils travailleront à développer leur mémoire, développer leur concentration, leur logique, leur style et surtout, ils entretiendront l'idée de l'effort, l'idée de la quête. L'IA sera pour eux un support de pensée et non un élément essentiel à leur humanité ou à leur créativité. Donc l'IA va accoucher, si j'ose dire, d'une nouvelle lutte des classes entre les prolétaires, qui seront devenus des déficients mentaux à peine capables de prompter des demandes, et une élite qui aura entretenu ce qui fait vraiment notre humanité, à savoir penser par soi-même. Et l'une promptera pour l'autre. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça? Déjà, il faut prendre soin de soi. Et pas dans le sens Instagram du terme, je parle du vrai soin. Et le premier soin qu'on peut faire, la première preuve d'amour qu'on peut avoir envers soi, c'est de se refamiliariser avec l'effort. Effort qui deviendra de plus en plus, comme je vous le disais, l'élément différenciant des deux types d'humanité dont je vous parlais tout à l'heure. Reprendre l'habitude de lire lentement, de réfléchir sans assistant, d'accepter de ne pas savoir, de ne pas vouloir tout et de ne pas vouloir tout de suite. Parce que concrètement, ce qui fait qu'on est humain et qu'on est libre, c'est pas le savoir qu'on peut accumuler ou la rapidité avec laquelle on ressort des informations, mais c'est notre capacité à aimer la quête de vérité. Excusez-moi, ça fait très philosophie, mais c'est extrêmement important. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai lancé, je vous en parle depuis quelques mois maintenant, ma newsletter. Concrètement, tous les lundis à 8 h, je te partage ce que j'ai pu lire sur la concentration, sur la discipline, sur l'esprit critique. Je parle aussi de ce que j'ai mis en place dans ma vie pour lutter contre mes addictions aux réseaux sociaux, pour lutter contre mes addictions aux écrans et comment j'ai appris à étudier, à me concentrer et même à faire un effort, que ce soit sur mon physique, sur ma nutrition, sur comment je me percevais dans ma vie. C'est le fruit de 2 ans, si ce n'est plus, de mes lectures personnelles et de mon propre combat contre le confort et la paresse. C'est un peu la newsletter qui te reconnecte avec ce qui me paraît être essentiel dans le monde dans lequel on vit. C'est une newsletter qui est évidemment 100% gratuite. On parle de concentration, de discipline, de lecture, d'authenticité mentale et surtout, j'essaye de te partager les armes pour résister à la mollesse algorithmique et à la dopamine facile qui te transforme en consommateur de contenu. Bref, c'est de la frappe, j'ai que des bons retours, je te mets le lien en description et il y a une petite surprise qui sort cette semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur les différents types d'intelligence artificielle, celles qui te rendent potentiellement con et celles qui t'élèveront. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Levez les yeux, le monde est beau. ChatGPT n'a pas réponse à tout puisque ChatGPT, c'est vous. Time!